Ami insomniaque, bonsoir. Toi qui as connu des nuits blanches, des nuits sèches, des nuits sans rêve ni cauchemar, des nuits sans aventure, des nuits tristes, des nuits étriquées, des nuits étroites, des nuits à oublier, des nuits à jeter à la poubelle, des nuits de bandits, des nuits de truands, des nuits de salauds, des nuits indignes de la beauté du jour, des nuits indignes de la lumière du jour. Toi qui as attendu si longtemps ce train du sommeil et qui a fini par prendre le train des bâtards et des ivrognes, des paumés et des fripouilles, de ceux qui traînent dans les bars la nuit au lieu d'être bien au fond de leur lit, de ceux qui se sont trompés de vie et de rue, des abonnés au chagrin, des délinquants du hasard, des corps mal foutus, des débris et des déchets. Cette émission est pour toi et c'est pour cela que nous avons l'immense honneur ce soir de recevoir Tahar Benjelloul. Bonsoir. Bonsoir, c'est pas mal comme introduction. Si vous avez vu de qui était l'auteur. Je suis pas très sûr de moi, mais enfin moi j'oublie ce que j'écris. Alors parfois quand j'écoute, je dis c'est pas mal. Mais enfin bon, ben c'est. Ça tombe bien, c'est de vous. Il va pas peut-être l'insomniaque qui va nous regarder va peut-être être un peu mécontent parce qu'il y a du tout là-dedans. Hein, c'est pas gentil avec les insomniaques. Hein. Ah oui, non, c'est pas gentil, surtout que dans ce livre, votre personnage se présente comme l'ange exterminateur. C'est pas mal, non? Oui, ça commence très fort pour un livre sur l'insomnie. Ouais, mais pour parler d'une chose emmerdante, l'insomnie, c'est pas très drôle. Il faut parler il faut un peu avoir une petite métaphore qui rend tout ça tout à fait un peu surréaliste et léger. Parce que si on parle de manière sérieuse d'insomnie, on va encore faire chier le monde, c'est pas la peine. Justement, cette émission pourrait être la seule émission qui permettra d'endormir tous les insomniaques de France. Non, il faut pas les endormir, il faut qu'ils restent éveillés jusqu'au bout quand même. Ah, alors on va quand même vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas déjà. Déjà, vous êtes dans Larousse, ce qui est quand même notre premier invité dans Larousse, on est très honorés. Oui, c'est vrai. Vous êtes également l'écrivain francophone le plus traduit au monde. Vous avez eu le prix Goncourt, comme tout le monde le sait. Et j'allais commencer cette biographie en disant Tahar Benjelloul est né telle année. Et là, premier problème, on ne sait pas. On ne sait pas très bien parce que j'ai revu un peu les archives de mon père il tenait un grand journal, une espèce de grand cahier où il marquait tout, le prix de la tomate, ou l'événement, l'enlèvement de Mohamed V, n'importe quoi. Et tout était là-dedans, c'est comme un journal. Et effectivement, il m'avait vieilli pour que je puisse entrer à l'école en même temps que mon frère. Le problème qui va se poser concrètement en 2024, si je suis encore en vie, oui, je devrais abandonner l'Académie Goncourt parce que les nouvelles lois de l'Académie font qu'à 80 ans, on s'en va. Ah oui, c'est terrible, il y a maintenant un âge maximum. Parce que moi, je suis arrivé en 2008 et on a eu un problème avec deux membres, Michel Tournier, et Françoise Maléjean, remplacée à l'époque par Régis Debray, lequel va démissionner quelque part. Il est prévu sur la liste bientôt? Non, faites l'avis de décès de... Non, Régis est parti de lui-même, il a démissionné. Et d'ailleurs, en 2010, quand Houellebecq a eu le concours, Pivot était très inquiet parce qu'il savait que j'étais tout à fait opposé à ce prix Goncourt, parce que le roman était très mauvais. Enfin, la carte et le territoire, oui. Pourquoi c'était très mauvais? Parce que c'était un roman où il y avait beaucoup de pages de Wikipédia recopiées, oui, sans guillemets et sans le dire. Et je trouve ça, n'importe qui aurait fait ça, on l'aurait enlevé de la liste. Il se la joue, il les joue un peu à la Star. Et la littérature, c'est un peu mieux que ça. La littérature, c'est d'abord un style. Or, il n'a pas de style, il le reconnaît. Et il a des fans. C'est comme une secte. Moi, je me souviens quand j'avais écrit un article négatif sur ce livre-là, La carte du territoire, qu'est-ce que j'ai reçu comme insulte? Mais incroyable, parce que j'avais touché le prophète Mahomet dans une mosquée. C'était incroyable. Il ne fallait pas toucher M. Houellebecq. On dit que c'est la dernière rockstar française, d'ailleurs, depuis la mort de Johnny. Tant mieux pour lui. Moi, je lui souhaite beaucoup de bonheur et de longue vie. Et en plus, vous aviez écrit Le racisme expliqué à ma fille, que c'est vendu à 400 000 exemplaires, 1 million de ventes dans le monde, traduit en 26 langues, et vous avez fait un peu à la Alexandre Dumas, 20 ans après, où vous voyez qu'est-ce qui avait changé en 20 ans. Oui, alors... Qu'est-ce qui a changé en 20 ans alors? C'est un livre qui est
je sais que le jour de ma mort, il y aura dans la dépêche de l'AFP l'auteur de Racisme expliqué à ma fille et le prix Goncourt. Voilà, c'est deux choses qui vont rappeler. Vous serez furieux et vous retournerez dans votre tombe. Mais c'est pas grave. Avant, le racisme était meurtrier vis-à-vis des Arabes, dans les années 70, 80. Maintenant, le racisme se concentre sur les Juifs et on retrouve la vieille tradition antisémite européenne et française. Il y avait un jeune élève né en France, mais d'origine des parents algériens. Il me semble que j'étais algérien. Et il me dit, oui, les Juifs sont partout, et puis on n'a jamais vu un éboueur juif, c'est toujours les Noirs et les Arabes qui balaient la France. Je lui dis, ben, les Juifs ont tellement souffert qu'ils font travailler leurs enfants, ils sont solidaires, et tu ne dois pas être mécontent de ça, au contraire, tu dois les féliciter de ne pas être éboueur et d'être plutôt banquier, ou docteur, ou médecin, ou musicien, etc. Et ça l'a un petit peu perturbé. Alors, bon, maintenant, on va passer enfin à la Non, là, on a été grave, c'est normal. La partie grave est finie. Oui, mais franchement, parler de l'antisémitisme et l'islamisme, on peut pas être... Enfin, la légèreté, c'est difficile. Oui, mais non, tout à fait. Alors que par contre, sur l'insomnie et sur le meurtre et sur les crimes, là, on peut rigoler. Mon personnage est... Alors, on m'a reproché de faire un personnage sympathique. Oui. C'est un meurtrier, mais il est sympathique. Mais en fait, c'est pas un meurtrier tout à fait. Non. Alors, on va en parler. Alors, déjà, vous avez attendu 70 ans pour faire un livre comique. Une lecture à Tanger chez moi. J'avais réuni une cinquantaine d'amis et j'aurais lu une cinquantaine de pages. Et il rigolait tout le temps. Je dis, ça va pas, moi j'ai écrit un livre sur l'insomnie. Et en fait, j'ai compris, mais non, c'est drôle ton histoire. Oui. Et c'est comme ça que j'ai continué sur la drôlerie. Alors, déjà, il faut préciser les choses, car dans le milieu de l'insomnie, il y a plusieurs insomniaques. Il y a tout d'abord les insomnies sèches. Il y a les insomnies créatives. Oui. Il y a les 3 S. Les salauds sans somnifères. Ah ouais, les somnifères, on dit les 4 S, les somnifères, comment dire? SSSS. C'est ça, oui, les SS, quoi. Dire que les SS. Non, moi ça m'énerve. Franchement, quand je suis, je dis, tu dors bien? Ah, moi je me pose la tête sur l'oreiller et ça part. Comment tu fais? Putain de race, qu'est-ce que tu fais? Mec, tu trouves, paf, comme ça. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'on a besoin de sommeil. Et l'insomnie, c'est une détérioration des cellules, c'est une catastrophe parce qu'on a davantage d'ennui parce qu'on se dit non seulement je dors pas, mais je vais avoir des dégâts. Alors, vous êtes d'ailleurs dans les insomniaques secs, alors que par exemple, le Clésio est créatif. Ah bah lui, il écrit qu'il la nuit. Alors, amis auditeurs, connaissez-vous le PCS? Le PCS, c'est le point crédit sommeil. Ah oui, les points Alors, crédit comment on obtient des points crédit sommeil? Bah, il faut hâter la mort de quelqu'un qui est déjà avancé en âge et qui est malade, quoi. Et le pousser un petit peu, et là, on récupère parce qu'il est déjà dans le sommeil, mais c'est un sommeil définitif. Et on récupère un peu les points crédit sommeil. Et c'est par hasard que mon personnage va découvrir ça, parce que quand il va hâter la mort de sa mère, c'est la première victime, parce qu'elle était malade, pour elle c'est une délivrance, il va bien dormir. Et ça m'est arrivé à moi-même quand ma mère est décédée. Il m'était occupé d'elle pendant 3 ans et j'étais tout le temps à son chevet et j'avais mal pour elle parce que la pauvre elle souffrait inutilement. Et le soir où elle est morte, j'ai dit, oh là là, il faudra que je prenne des somnifères parce que je ne vais pas dormir. J'ai pas pris de somnifères et je suis tombé, j'ai dormi d'un bloc jusqu'au lendemain, très tard. C'est extraordinaire. Et je crois que la mort de ma mère m'a délivré de l'insomnie. Et justement, vous écrivez que dormir, c'est mourir un peu. Donc la boucle est bouclée, en fait. Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Alors, il y a une chose assez amusante, c'est qu'on s'est connus, enfin, je vous ai connu par un ami commun qui fait un peu partie du Steel Knox Club ou de l'Imovan Club. Alors lui, il a un paquet de médicaments, de calmants, de trucs. Ah non. Ah oui, c'est le dealer du café de Flore. C'est impossible, ça. Mais Roland Jacquard. Il tient le coup, il arrive à 80 ans bientôt, il est chaud en forme. Bon, il est un petit peu délirant. Non, mais il s'agit de Roland Jacquard. C'est le jeune homme éternel, toujours en jean et petite casquette américaine. Non, il est... Vous savez, Roland, je l'ai connu en arrivant en France il y a 45 ans.
Et c'était au téléphone, quand il m'appelait au téléphone, il avait la voix d'un vieillard. Et je me dis, oh là là, je ne vais pas être un copain d'un vieillard. Oui. Et à l'époque, il travaillait, il pichait au Monde, et moi, j'ai commencé à faire des articles dans le Monde, et puis je le vois, je vois un jeune homme. À l'époque, il est très amoureux d'une Vietnamienne, mais très très amoureux. Il s'est marié d'ailleurs avec elle. Tam, elle s'appelait. Et moi, c'était pour moi le couple idéal. Je voyais, alors j'allais chez eux à Lausanne, les voir, après ils sont venus à Paris. Ça. Puis un jour, du jour au lendemain, il a quitté cette femme. Il a pris un billet d'avion, il est parti faire le tour du monde, je ne sais plus, en Australie. Enfin, il est parti. Et la femme est devenue folle. Il dit, mais il ne lui a pas dit je pars, je te quitte, je dis pas. Non, il est allé chercher les allumettes, comme on dit, il n'est jamais revenu. Et c'était, à partir de ce moment-là, on a beaucoup rigolé, parce que c'est un peu un personnage sympathique, parfois, on n'est jamais d'accord politiquement. Ouais. Un peu un salaud lumineux, on pourrait dire. Non, mais il est un peu nihiliste, un peu excessif, égoïste. Il est très égoïste, mais il cultive ça. Il aime bien quand même, malgré tout. C'est comme Sioran, que nous avons connu ensemble d'ailleurs. Mais Sioran n'était pas méchant, n'était pas dépressif. Il était très marrant. On passait des soirées avec lui très drôles. Ah oui. Et Roland est drôle, on rigole beaucoup. Ah oui, c'est un pessimiste très marrant finalement. Il n'est pas sinistre. Oui, non, pas du tout. Pas du tout sinistre. Point Crédit Sommeil apporterait Vincent Lebert Ça coûte 1 500 € par jour à la France. Ah oui, ça coûte cher quand même. Oui. Ça fait 11 ans. Oui. Alors, faites le calcul. On va faire le calcul. Il y a un chiffrage qui va se mettre en route dès maintenant. Je veux dire par là, le pauvre, j'ai de la sympathie pour ce malheureux qui a fait un accident. Il y a aussi dans votre bouquin une réflexion sur le suicide et sur le crime parfait, et notamment l'idée que dans l'islam, quand on se suicide, on est obligé de répéter jusqu'à l'infini son propre suicide. Ouais, voilà. Alors c'est horrible, parce que si on se met un sac sur la tête, ou on jette, c'est terrible. Moi, quand j'avais appris ça, quand j'étais tout petit, en lisant le Coran, et j'ai dit, oh là là, il va falloir choisir sa méthode. Ouais. Si on prend une petite pilule, c'est pas grave. Mais si on se jette du 17e étage, on s'est jeté tout le temps. Ou alors, si on, je sais pas moi, l'histoire de Bettelheim, par exemple, lui, il s'est suicidé avec une plastique, il s'est étouffé avec un plastique autour de la tête. Il faudrait qu'on fasse maintenant le petit guide pratique du suicide. Et nous avons des différents, parce que vous êtes plutôt un partisan du suicide par somnifère. De toute façon, ça ne sert à rien que le suicide soit spectaculaire. Oui, mais alors moi j'ai lu, et c'est pour ça justement que je voulais peut-être remarquer une erreur dans votre livre, c'est possible, que toutes les boîtes de somnifères sont faites pour qu'on ne puisse jamais mourir en avalant une boîte de somnifères. Et en fait, c'est pour ça que tous les suicides par somnifères, c'est dans les années 70 avec les barbituriques. Oui. Mais depuis maintenant, on ne fait plus de barbituriques, on ne peut plus se suicider par somnifères. Ah ben j'apprends ça. Alors je vais appeler tous les... Attention, il faut ajouter au somnifère un bon whisky, un bon malt comme celui-là. Et puis quoi d'autre? Il faut ajouter peut-être un calmant ou deux. Du jus de pomme. Pourquoi le jus de pomme? Alors, dans les cocktails létaux... c'est du lait, en principe. Le cocktail létal le plus efficace, c'est à base d'antivomitifs et de jus de pomme et d'un mélange d'anxiolytiques avec des opiacés. Bon, ben, on va s'informer. On va s'informer. On va revoir tout ça. Oui, parce que vous proposez dans votre livre un cocktail létal à partir de tracrium et de sulfontanil. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est sérieux, c'est du poison. C'est pas des médicaments, ça? Non, c'est du poison. Et parfois on l'utilise pour des choses très très précises. Ça, c'est un ami médecin qui m'a donné moi je connaissais pas ça, qui m'a donné ces noms. Un sondage, oui. Et il vous a donné ça, et donc, Non, il m'a dit, non, par écrit, mais je sais, moi je suis pas suicidaire, je suis pas suicidaire, c'est pas à cause de la religion, mais je pense qu'il y a toujours, quand on est un peu déprimé, il y a toujours un moment où le soleil revient, où la lumière revient. Alors, il y a aussi donc une réflexion sur le meurtre, et c'est assez amusant parce que par exemple, vous évoquez dans votre livre l'histoire d'Althusser. Alors, il faut rappeler pour nos éditeurs qui est Althusser, parce que c'est une histoire incroyable. Un philosophe un peu spécial, en marge du Parti communiste, qui n'était pas tout communiste, mais qui avait fait une réflexion sur le Capital de Marx, qui a fait une nouvelle façon de lire le Capital de Marx, qui était un philosophe très à la mode après 68,
qui était un homme paisible que j'avais connu chez François Maspero, son éditeur. C'était un homme paisible, tranquille. Et il vivait depuis une trentaine d'années avec sa femme, je crois qu'elle s'appelait Hélène, je me souviens. Et c'était un couple classique, jusqu'au jour où il a perdu la raison et il l'a étouffé avec un bas, ou je ne me rappelle plus comment ça s'est passé. Avec un foulard. Voilà, et après il est allé constitué prisonnier, il est allé en hôpital psychiatrique où il est mort d'ailleurs quelques années après. Et il vous a inspiré pour ce livre ? Il y a un lien entre... Est-ce que vous en parlez justement, sans le nommer? Non, parce que... comment dire depuis que le livre est sorti, c'est incroyable le nombre de gens qui l'ont lu, me disent c'est faux, ça m'a fait plaisir, j'ai assouvi tous mes désirs de meurtre. C'est amusant parce qu'il y a autour de la figure du bourreau, et notamment parce qu'à un moment, votre personnage assassine finalement un tortionnaire, et montre comment ce tortionnaire était un petit monsieur très fade, une sorte de fonctionnaire de la mort. Tout à fait, oui, bien sûr, parce que moi, ça, c'est des amis qui ont été torturés qui m'ont raconté ça. Et le gars, il venait, il enlevait sa veste, et il dit, bon, bah, quel est le programme d'aujourd'hui? C'est comme un prof qui va donner un cours. Bon, aujourd'hui, on va torturer monsieur là. Bon, ben, vous êtes sympathique. J'ai rien contre vous, hein, mais je vais vous torturer. On a un public. Peut-être c'est des animaux qui sont... Mais c'est dingue, mais c'est dingue. Et en fait, les gens pensent que les monstres ont un troisième œil, comme dans les mythologies. C'est des gens quelconques, banals. C'est des gens qu'on rencontre dans la rue. On les soupçonnerait même pas. Regardez tous les assassins d'enfants, tous ces pédophiles meurtriers dégueulasses qui sont en prison. Quand on les voit, mais on dirait pas, on lui donnerait la confiance totale. Non, le mal n'est pas inscrit sur le visage, il est dedans. Et il faut faire gaffe à tout. Oui, même quand on a vu, par exemple, je sais pas, le procès Paul Touvier, qui avait quand même tué des dizaines de juifs, on a vu un petit fonctionnaire, un monsieur qui n'a dit... fonctionnaire, oui, c'est vraiment l'idée du petit fonctionnaire. Oui, on retombe dans la gravité, là. Ah non, surtout pas. Justement, je voulais parler, parce que votre personnage pense être bourreau. Il y a un gros problème, et j'avais déjà lu ça dans un livre d'histoire, c'est que les bourreaux ne peuvent se marier qu'entre eux, parce que comme être fils de bourreau, c'est pas très marrant. Il y avait un gros problème, par exemple en France au XVIIIe siècle, d'endogamie chez les bourreaux, parce que comme les bourreaux se mariaient qu'entre bourreaux, ça faisait des enfants bourreaux difformes. Ils passaient le boulot à leurs enfants. Oui, bien sûr. Oui, mais mais en France, il n'y a plus de bourreaux, mais il y a une place à prendre en Arabie Saoudite. Ah oui? Oui, bien sûr. Je pense candidater. Il y en a pas mal. Mais là-bas, ils tranchent la tête. C'est horrible. Place publique, un vendredi, paf, ils coupent la tête. C'est terrible. Et c'est compliqué, il y a le cursus pour être bourreau, il faudra s'inscrire. Je peux vous pistonner en plus de l'ambassade. Je cherche une affectation, j'ai plus trop d'études, là, mais ça c'est un métier. C'est terrible, mais c'est un métier, hein. Je me souviens d'un film espagnol qui s'appelle Le Bourreau, le Verdugo. Et qui était l'histoire d'un vieux monsieur, brave homme et tout, qui n'arrivait pas à trouver des successeurs à son métier, il était un peu triste. Ah oui. Alors, il y a une chose assez terrible aussi, c'est que les PCS, donc les points crédit sommeil, peuvent se perdre. Et votre héros est victime d'un cambriolage de points crédit sommeil. Oui, mais après ça va être remplacé par des points crédit libido, ce qui est pas mal non plus. Ce qui amène, alors vous faites la transition directe, puisqu'on allait justement parler du seul sujet qui nous intéresse et qui est le point central de notre émission. Mais c'est pas mal. Il faudra peut-être le dire aux étudiants de Sciences Po qui nous écoutent ou qui nous regardent et que il faut prendre au sérieux la libido, parce que parfois elle peut prendre des vacances, parfois elle s'en va, elle revient. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question de disponibilité de l'esprit et il faut la cultiver, la libido. Et si on la cultive pas, elle s'en va. D'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart, je sais pas, aux 40 émissions qu'on a faites, tous nos invités hors micro, en off, quasiment nous parlent toujours de Viagra. C'est le sujet principal pour nos invités. Non, Viagra, c'est pas la bonne chose. On s'adresse à des jeunes, ils n'ont pas besoin de ça.
Vous savez, il y a de tout, hein. Ouais, mais ce serait triste qu'un jeune homme de 25 ans ait besoin de ça. Mais nos invités sont pas tous jeunes, hein, on fait plutôt... Non, mais moi je parle pas de ça. Moi, c'est bien le Viagra pour les personnes qui ont des difficultés érectiles, mais c'est pas non plus... c'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement ça. Il faut cultiver du désir. C'est plus facile aujourd'hui qu'avant. Et finalement, l'autre jour... une copine me dit j'ai un rencard sur Tinder. Je dis qui c'est celui-là? Elle me dit non, c'est pas celui-là, c'est une application. Enfin, j'ai appris ce que c'est. Et à l'époque, on n'avait pas ça. Il fallait, à l'époque, dans les années 70, il fallait qu'on se rencontre, qu'on dîne, et qu'on rencontre les gens, etc. C'était difficile de rencontrer. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on peut rencontrer facilement les autres que ça se passe mieux. J'ai l'impression que je dirais même que les rencontres un petit peu provoquées ne sont pas garants de qualité. Mais souvent, c'est drôle, au contraire, les gens nous disent que dans les années 70, tout était plus simple, il y avait plus de liberté, les filles étaient plus ouvertes, il n'y avait pas le sida. Jusqu'à l'apparition du sida en 82, 83. Moi, j'ai vécu cette période, j'étais un des premiers à faire le test d'ailleurs, parce que j'avais tellement peur. Ah oui. Et je me souviens quand j'étais parmi tous les premiers, parce que j'avais peur. Et je me souviens, je reçois une lettre, chez moi, on me dit, monsieur, présentez-vous à l'hôpital, machin. Ouais. On ne peut pas vous communiquer le résultat par lettre ni par téléphone. Oh. Ça y est, je suis foutu. Je suis mort et enterré. Et en fait, c'était négatif, heureusement. Mais ils m'ont dit, à l'époque, il fallait cette précaution. Aujourd'hui, non. J'ai refait des trucs, ça se passait autrement. Mais tout à fait, au début, ils prenaient beaucoup de précautions. Ah, c'était très étonnant ça, et donc tout le monde avait très peur. En plus, on pensait que ça s'attrapait par la transpiration. Oui, mais je profite de ça pour dire, comme je dis à mes enfants, protégez-vous, c'est pas fini, la saloperie du sida est toujours là, ça se transmet facilement, il faut mettre des préservatifs et faites l'amour tranquille. Ah oui. Roland Jacquard nous avait dit le contraire. C'est le moment de le dénoncer. Mais lui, il est suicidaire. Moi, j'ai des enfants. J'ai 4 enfants. Je leur parle de tout. Et ils sont grands maintenant. Mais je leur ai quand même communiqué le fait de se protéger. Et protéger l'autre aussi. Parce que c'est uniquement ça. Alors, c'est assez amusant parce que justement, donc, par exemple, votre héros est pris à l'inverse, celui de crise de priapisme. C'est-à-dire qu'il peut plus. Oui, mais parce que il a hérité ça de son complice, dont il a voulu se débarrasser parce que c'était devenu gênant. Et ce complice, lui, avait le contraire. Il dormait bien, mais il avait besoin pour faire l'amour, il avait besoin justement de prendre des points crédit libido chez les autres. Et il avait des goûts spéciaux. Il aimait plutôt les femmes d'un certain âge. C'était pas le cas de mon personnage. Enfin, on s'y connaît. Tout ça, c'est traité sur le plan comique et drôle, donc ça passe. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on lui fait une sorte d'ordonnance pour soigner ses crises de priapisme, et on lui dit de regarder des films porno allemands. Alors pourquoi Parce que moi j'ai jamais vu de film porno allemand, mais on m'a dit que les pires, les cochonneries, les pires c'est les Allemands, parce que au moment où c'était interdit en France, c'était libéré en Allemagne. Alors ils faisaient n'importe quoi. Il paraît que c'est les plus dégueulasses, les plus cochons. Ah oui. On a des conseils pour nos auditeurs. C'est ce qu'on m'a dit. Mais la pornographie est quelque chose. Là encore, c'est le sage qui parle. C'est sale, c'est dégueulasse, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça, franchement. Et une chose terrible aussi dans la pornographie, c'est qu'il y a la disparition du poil. Ouais, mais parce que, vous avez vu dire une chose. J'ai vu des films porno français, des trucs comme ça. Je regardais et je trouve que c'est quelque chose. Il y a des choses qui me gênent, qui me posent des questions. La première chose, ce sont des femmes ou des hommes qui font ça, qui sont très beaux, magnifiques, et qui n'ont pas besoin de ça pour... Je me dis, mais cette femme est tellement belle, elle peut trouver un richissime personnage pour l'entretenir. Pourquoi elle va faire des pornos pour gagner 400 € par passe, une forme de passe. La deuxième chose, effectivement, cette espèce de retour vers l'enfance. Parce que quand les femmes sont épilées entièrement, c'est une façon de provoquer la pédophilie qui sommeille chez certains hommes qui pensent faire l'amour à une gamine. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et en plus...
Enfin, ça dépend du goût de chacun. Mais c'est beau, une belle toison de femmes. C'est très beau, ça fait partie de la nature. Mais alors là, cette espèce de lisserie, tout est lisse. Non. C'est affreux. Baudelaire avait écrit d'ailleurs sur le petit rembourret, sous la culotte, sous Mais le j'ai poil. vu les photographes du début du siècle, on voit des femmes, évidemment, avec des toisons magnifiques, et puis des poils sous les bras, etc. Bon, maintenant, les poils, à la limite, je comprends. Maintenant, c'est universel, toutes les femmes du monde entier s'épilent sous le bras. Mais l'autre jour, j'ai vu un vieux film italien des années 40, où une danseuse avait des poils sur le bras, c'était un peu gênant. Mais à l'époque, c'était pas la mode. Vous voyez un peu de quoi on parle là. Jusqu'où va-t-on? Et alors, on va finir sur ce sujet. Mais c'est dans le livre, hein, qu'est-ce que vous voulez? Page 236, vous écrivez « Elle a pris une figue bien mûre et l'a installée entre les lèvres de son vagin ». Quelle est cette pratique Oh, ça c'est des jeux érotiques que vous trouvez dans tous les livres d'érotisme, Kama Sutra ou le jardin parfumé du musulman. Bon, c'est des jeux, d'autant plus que la figa en italien, ça veut dire le vagin. Enfin, et puis c'est sympathique, c'est bien. Il faut essayer ça, vous allez voir. Pas mal. Ouais, c'est rare. On fera une prochaine émission qui sera diffusée tard dans la nuit. Alors là, non, mais pas vous, forcément. Vous savez, l'imagination dans la sexualité est infinie. Et comme disait quelqu'un dont j'ai oublié le nom, la pire des chastetés, c'est comment il disait, peut-être la pire des chastetés, c'est de se poser des questions. Est-ce qu'il faut que je fasse l'amour ou pas? Enfin, c'est pas ça. La chasteté, ça devrait pas exister. Excellente conclusion à cette émission. On termine sur la chasteté. On pensait parler littérature, mais non, en fait. Non, mais c'est pas mal. De toute façon, on a parlé de la vie, de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le racisme, l'antisémitisme, le terrorisme. Finalement, on a fait un tour de l'actualité. Mais bien sûr. C'est bien. Et 2 ans, quel que soit l'invité, on essaie toujours de revenir à la fin au même point, au même point de départ. En tout cas, on était ravis de vous recevoir, Hermène Genoul, pour cette émission des Clochards Célestes. À très bientôt. Salut et fraternité. 5 heures du match, j'ai